mois après la tragédie, le bilan s'alourdit à Yirgou. 210 morts et près de 20 000 déplacés. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés appelle le gouvernement à actualiser ces chiffres, mais surtout à rendre justice aux victimes. Pas de perte en vie humaine à Zanta, mais la situation n'en demeure pas moins préoccupante. Des engins explosifs lancés dans la nuit du 30 janvier dans ce village du centre-est du Burkina. Jusqu'ici, ni la nature ni la provenance de ces explosifs ne sont connus. Le constat dans ce journal. Et puis la Cour pénale internationale libère Laurent Gbagbo et Blé Goudé sous condition. Plus de 2 semaines après avoir acquitté l'ancien président ivoirien et son ministre de la Jeunesse, la CPI vient d'ordonner la libération des 2 hommes qui devraient cependant rester dans un de ses pays membres en attendant leur procès en appel. Bonsoir à toutes et à tous. Un conseil des ministres extraordinaire ce vendredi. Il a porté sur la suite à donner au forum de la diaspora burkinabé tenu en juillet dernier à Ouagadougou. Et on apprend avec le porte-parole du gouvernement l'adoption d'un décret portant politique nationale de la diaspora. Rémi Fulgence Danginou, que je vous propose de suivre à la suite du ministre de la Sécurité qui a tenu à l'issue de ce conseil à rassurer les populations par rapport aux différentes attaques perpétrées dans le pays. Les 2 ministres sont devant la caméra de Rémi Lambert-Nébier. Il faut savoir que nous prenons très au sérieux et nous travaillons à ce que toutes ces attaques cessent. Nous travaillons nuit et jour et sans relâche, mais comme vous savez, notre territoire, nos frontières sont immenses et il est difficile de mettre des soldats, des policiers, des gendarmes à tous les points pour surveiller. Notre stratégie, bien sûr, est d'éradiquer la racine du mal. Et cela ne peut se faire en 2 jours, en 3 jours. C'est un travail qui prendra certainement de temps, mais je voudrais vous rassurer que le président de Faso a donné des indications claires et précises et nous travaillons sans relâche à la sécurisation de notre territoire. Nous avons adopté un rapport relatif au rapport général et au suivi des recommandations du Forum national de la diaspora qui s'est tenu à Ouagadougou, vous en souviendrez, du 11 au 13 juillet 2018. Alors le Conseil a adopté donc les conclusions de ce forum-là et il a été donné donc instruction au ministre en charge du dossier de mettre en œuvre les TDR afin de rendre effectives 3 recommandations qui avaient été prises lors de ce forum. Il s'agit de l'élaboration d'une politique nationale de la diaspora. Il s'agit également de la mise en place de réseaux professionnels des Burkinabés de l'extérieur. Et il s'agit du renforcement des capacités opérationnelles du ministère en charge de la question, à savoir donc le ministère de l'intégration et des Burkinabés de l'extérieur. Le gouvernement burkinabé accusé de mauvaise foi dans l'affaire Yirgou. Plus d'1 mois après le drame, la justice se fait toujours attendre. Aucune arrestation jusque-là, quand bien même les auteurs ont été clairement identifiés, déplore le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Face à la presse ce matin, le collectif fait surtout une révélation. Loin de la 50aine de morts du gouvernement, ce sont plutôt 210 personnes qui auraient été tuées lors de ces exactions. Abdourazak Traoré. Suite aux tueries de Yirgou, après avoir battu le Macadam dans les villes de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Dori, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, est passé à une autre étape de ses prérogatives. Des missions sur les lieux du drame ont abouti à des résultats qui contredisent les données du gouvernement. Le collectif parle désormais de 210 morts et de plus de 19 000 déplacés. Il exige donc la vérité sur les chiffres. On insiste là-dessus. Ce chiffre a été obtenu après un recensement rigoureux, ménage par ménage. Nous précisons que la liste va s'allonger avec le recensement toujours en cours sur le terrain. Le collectif attend du gouvernement qu'il réactualise ces chiffres comme il s'était engagé. Nous avons peur que cette volonté de cacher les morts puisse être préjudiciable aux victimes au moment de leur dédommagement.
En attendant, c'est le processus judiciaire qui piétine. Le regroupement de personnes ressources que compose le collectif crie à une lenteur déconcertante de l'administration de la justice. Les bourreaux auraient été clairement identifiés par les enquêteurs, mais les arrestations se font toujours attendre. Plus d'un mois après le drame, hormis l'annonce faite par le procureur de Faso près du tribunal de grande instance de Okaya, aucun acte matériel et concret de justice n'est visible sur le terrain. Le collectif félicite le procureur du tribunal de grande instance de Kaya et son équipe qui travaille d'arrache-pied à faire la lumière sur ces violences. Mais le collectif n'est pas satisfait de la lenteur d'administration de la justice. Les suspects sont libres de leurs mouvements et pire, continuent même de perpétrer des exactions sur la communauté Peul au vu et au su de tous en toute impunité. Les preuves sont en train de disparaître. Les suspects sérieux criminels accordent même des interviews à visage découvert dans les médias sans être inquiétés et rencontrent même le chef de l'État avec les armes en bandoulière. Dans la prise en charge sociale déployée par l'État, le collectif a constaté plusieurs failles. Par exemple, côté restauration, les repas servis sont contraires aux habitudes alimentaires des déplacés sur le site de Barsalgo, le plus privilégié, car les conférenciers dénoncent le délaissement des autres sites comme celui d'Arbinda, qui accueillerait plus de 4000 déplacés. Les déplacés ont alors une grande crainte de se retrouver sur les mêmes sites ou tentes que leurs bourreaux d'hier. Les rescapés du drame ne sont pas logés à la même enseigne. Ceux qui sont refusés dans la commune de Barsalgo sont plus chanceux que ceux d'autres sites. Il y a lieu de préciser que certains propos officiels tendent à décourager les bonnes volontés d'aller vers les sites de Kelbo, Bélé, Arbinda, parce que la sécurité n'y serait pas garantie. Il faut ajouter Djibo également. En un mois d'existence, le collectif a rencontré plusieurs autorités religieuses, administratives, coutumières et politiques. Il a pu mobiliser en espèces plus de 11,7 millions de francs CFA et en nature près de 10 millions. Des ressources qui ont été remises aux déplacés pour leur prise en charge. Plus de peur que de mal à Zanta, village situé à quelques 20 km de Zabré dans le centre-est. Les engins explosifs lancés dans la localité dans la nuit du mercredi 30 janvier n'ont pas fait de victimes, mais une grande frayeur s'est naturellement emparée de la population. De passage hier dans la zone, Rémi Lambert-Nébier a fait le constat. Suivez. Village de Zanta, dans le centre-est, à une vingtaine de kilomètres de Zabré, ce 31 janvier aux environs de 10 heures. Les habitants de ce village ont peut-être vécu la plus grande frayeur de leur vie la veille. Dans la nuit du mercredi 30 janvier, ces engins explosifs ont été largués sur ces lieux et auraient provoqué des explosions. En témoigne cette surface d'herbe sèche brûlée selon la population. Là. C'était aux environs de la tombée de la nuit vers 19h et entre-temps il a entendu une explosion et quand il a entendu l'explosion, en même temps ça en est suivi d'un incendie et à l'issue de cela il a appelé toute la famille à se mettre à l'abri et il est sorti effectivement pour voir ce qui se passait et c'est là qu'il a constaté qu'il y avait un incendie et que les balles sifflaient. Et donc, tout de suite, il a alerté les forces d'autodéfense appelées Kolwego pour qu'ils puissent se déporter sur les lieux et voir, et évaluer les dégâts. D'où viennent ces engins explosifs et comment ont-ils été largués sur les lieux? Ce premier témoin, dont la concession se trouve à moins de 50 mètres de l'engin le plus proche, dit avoir été alerté par le bruit des explosions. Mais ce monsieur qui habite dans le village voisin, lui affirme avoir vu aux mêmes heures de l'incident un hélicoptère qui survolait la zone. Eux, ils étaient au marché puisqu'il est commerçant et ils ont entendu un bruit et d'aucuns croyaient que c'était les bulldozers qui sont là pour la réhabilitation de la voie et c'est plus tard qu'ils se sont rendus compte que c'était le bruit d'un hélico. Et ils ont attesté cela parce que l'hélico était en basse altitude, jusqu'au-dessus des arbres, avec de légers voyants. Et entre-temps, ils ont entendu des explosions.
Donc après juste les explosions, l'hélicoptère a rebouché chemin et l'hélico n'est pas passé au-dessus de là où il y avait la foule. Mais dans les abords, voilà, c'est le bruit qui a alerté que ce n'était pas un engin ordinaire et surtout les voyants. Sinon, quant à la couleur, il ne peut pas attester si c'est la couleur de l'armée ou un hélicoptère de l'armée. Balles, missiles ou obus. Les spéculations de la population sont nombreuses sur la nature de ces engins explosifs. Au sorti du Conseil des ministres extraordinaire de ce vendredi 1er février, le ministre de la Sécurité ne donne pas plus de précisions sur l'incident. Nous confirmons qu'il y a des enquêtes en cours pour déterminer l'origine de ces munitions, de ces engins qui ont été largués. En temps opportun, il y aura des rapports complets, précis. C'est quand même sur notre territoire et nous faisons toutes les enquêtes nécessaires pour établir les faits et aboutissants de ce qui s'est passé. Les habitants affirment avoir dénombré près d'une trentaine de ces engins. On ne déplore pas de dégâts majeurs sur les lieux. Néanmoins, une chèvre a été retrouvée morte et visiblement fauchée au flanc par l'un de ces engins explosifs. Lorsque nous quittions Zanta aux environs de 11h30, les forces de défense et de sécurité se déployaient progressivement sur les lieux et aux dernières nouvelles, elles auraient emporté ces engins explosifs aux munitions. C'est dans ce contexte d'insécurité généralisée et de fermeture d'environ 1000 écoles du fait du terrorisme que la coordination régionale du centre de l'UNEPL, l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque, a tenu une assemblée générale hier à Ouagadougou. C'est donc naturellement que les questions de respect des cahiers de charges et de sécurisation des écoles ont été choisies pour être au cœur des débats. Kwame Hervé Dapa. Quand l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque naît dans les années 72, c'est dans un contexte où le patronat burkinabé est en pleine organisation pour participer à l'effort de guerre lors du premier conflit entre le Burkina Faso et le Mali. C'était en 1974. Plus de 40 ans plus tard, au moment où l'UNEPL, section région du centre, tient son assemblée générale, environ 1000 écoles sont fermées pour des raisons d'insécurité liées au terrorisme. Aujourd'hui, la nation fait face à un autre type d'agression, une agression qui est asymétrique. Mais nous pensons que la comparaison valait que l'on rappelle aux uns et aux autres qu'il y a une mobilisation à faire pour que nous puissions en tout cas faire face donc, à ce nouveau type donc, de défi. L'autre défi sécuritaire auquel est confrontée l'école burkinabé, ce sont les agressions des enseignants par les parents d'élèves, devenues récurrentes. Et là, on a franchi quand même des degrés. Je crois que l'État doit montrer toute la rigueur de la loi et l'État doit être ferme pour qu'effectivement les gens reviennent à la raison. Voilà. Si la sensibilisation ne suffit pas, il faut que des sanctions passent. Outre la sécurité, le deuxième aspect du thème de cette Assemblée générale insiste sur le respect du cahier des charges par les établissements privés laïques. Nous avons invité le directeur général de l'enseignement privé qui va faire une révision sur tous les cahiers de charges pour permettre aux gens, aux autres, de revoir là où il faut parfaire les choses. Nous avons pu déceler 649 établissements non reconnus, et parmi lesquels 423 qui présentaient des dispositions acceptables ont été accompagnés. Et la plupart de ces établissements sont aujourd'hui plus ou moins reconnus parce qu'il y a beaucoup qui ont régularisé les situations. À noter que l'actualité dans le secteur de l'éducation est aussi dominée par la suspension des évaluations dans les écoles publiques décidée par les organisations syndicales. L'UNEPL espère qu'une solution sera rapidement trouvée pour éviter les effets de contagion. Justice et le procès du coup d'État raté de septembre 2015 qui se poursuit. Les témoins du parquet sont entendus depuis le début de la semaine. Ce vendredi, on retiendra la fin de l'audition d'Achille Tapsoba, un des cadres de l'ex-parti au pouvoir, le CDP, mais surtout l'entame de la deuxième liste de témoins qui a vu le passage à la barre de Moïse Nian Traoré, un autre cadre du CDP, du médecin du président de la transition, Michel Kafando, au moment du putsch. N'est-ce pas, Luc Pagbelgem?
L'audition de ce jour a vu la fin de la première liste des 10 témoins avec l'audition de Achille Tasoba à la barre. Et à cause de quelques absences, le président du tribunal a dû procéder à l'audition de la deuxième liste de 10 témoins. Sur cette deuxième liste, on peut retenir que le président du CDP, Eddy Kombouego, qui devait comparaître, n'a pas pu venir. Le parquet a demandé qu'il soit amené de force, mais le président du tribunal s'y est opposé. Ceci dit, Mandé Aruna, un ex-RSP, a passé à la barre, celui-là même qui était passé chez Salifou Diallo à 2 reprises pour demander aux jeunes de ne pas brûler le domicile de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Mais entre-temps, il a rebroussé chemin parce qu'il avait appris que d'autres éléments du RSP étaient à ses trousseaux. Moïse Traoré, Nia, également militant du CDP, est passé à la barre, dire tout ce qu'il savait de cette affaire. Mais le témoin qui a retenu l'attention de tous aujourd'hui au tribunal, il s'agit de Seydou Yonaba, un médecin colonel qui était le médecin traitant de l'ex-président de la transition, Michel Kafando. Il dit que ce jour 16 septembre, il n'était pas à Ouagadougou. Il était à Koudougou pour une mission avant d'être appelé par le général Gilbert Diendéré de rentrer pour affaire le concernant. Quand il est arrivé au palais autour de 21h, il a trouvé que le général était entouré d'officiers dans une salle et des sages attendaient tranquillement dans une autre salle. Par la suite, les sages ont rejoint le général Gilbert Diendéré pour une rencontre et c'était la médiation. Une rencontre qui a été houleuse parce que des soldats même avaient voulu qu'on amène le président Jean-Baptiste Ouédraogo et Monseigneur Paul Ouédraogo rejoindre les autorités de la transition qui avaient été arrêtés. N'eût été l'intervention du général Gilbert Diendéré, ses médiateurs aussi allaient rejoindre ces autorités de la transition arrêtées. Donc sur place, quand il est arrivé, il a vu des officiers, certes, il a aussi vu des civils, dont le bâtonnier maître Mamadou Traoré, Ouédraogo Adama dit Damis. Il a aussi aperçu le colonel Karim Traoré de Perfectum. Donc il dit qu'il est venu administrer des soins au président de la transition. Le lendemain, il n'a pas aperçu de civils au tribunal. Or, c'est sur ce point qu'il y a eu un achoppement entre lui et un des avocats des partis civils, en l'occurrence, maître Guy Olivier Cam, qui trouve que dans un de ses PV signés en présence de son avocat, il avait soutenu avoir vu le bâtonnier Mamadou Traoré le 17 matin autour de 7h au palais. Il dit que l'avocat veut l'amener à dire ce que lui n'a pas dit. Lui connaît très bien le bâtonnier Mamadou Traoré. S'il l'avait aperçu, il aurait dit qu'il l'aurait aperçu au palais le 17 matin, mais il est catégorique, il ne l'a pas vu ce jour. Et le témoin a précisé que lui, il n'aurait pas souhaité être à l'école de Maître Cam parce que Maître Cam a trouvé qu'il n'était pas constant dans ses propos. Or, lui, il s'en tient à son mémo qu'il avait devant lui. Et c'est dans son mémo, toutes les déclarations qui sont contenues, il reconnaît cela. Évidemment, il a retiré ses propos, mais il a demandé à l'avocat d'être modéré parce que souvent, l'avocat, il s'emportait un peu et il a trouvé que ce n'est pas normal. Lui qui était inculpé dans cette affaire au début, il précise qu'à cause de certains écrits, même dans les journaux, l'inculpant, il a dû rater un test à l'international. Aujourd'hui, il paie le prix fort. Au départ, il a voulu, c'est un personnel soignant, c'est parce qu'il a soigné et entre-temps, il allait donner au général une enveloppe qui contenait des informations sur les blessés et les morts dans ce coup d'État, une enveloppe qui lui était parvenue par le biais du ministère de la Santé et que beaucoup ont cru qu'il avait soutenu ce coup d'État. L'audition de Seydou Yonaba, le médecin colonel Seydou Yonaba, se poursuit ce lundi et c'est toujours le tour des avocats des partis civils et il y aura aussi le tour des avocats de la défense. Ça y est, c'est fait. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres, acquittés le 15 janvier dernier de crimes contre l'humanité commis en 2010 et en 2011 lors de violences post-électorales en Côte d'Ivoire. L'ex-président ivoirien et son bras droit, Blé Goudé, viennent de bénéficier d'une libération sous condition. C'était le 15 janvier dernier. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et leurs avocats laissent exploser leur joie après l'annonce de l'acquittement de l'ancien président ivoirien et de son ex-bras droit, des 4 chefs de crimes contre l'humanité qui pesaient sur eux. Car selon le juge, l'accusation n'a pas été en mesure de prouver la culpabilité des 2 hommes. Scène de liesse à Abidjan, dans le quartier de Yopougon, fief de l'ancien président. On était convaincu que le président Gbagbo, homme de paix, un humaniste, ne pouvait pas tirer sur sa population. Et on savait qu'un jour il allait être acquitté.
Les juges de la Cour pénale internationale ordonnent dans la foulée leur mise en liberté immédiate. Mais celle-ci est rapidement suspendue après un appel déposé par le procureur. Il craint que les deux hommes ne comparaissent pas devant la Cour si leur présence est requise à l'avenir. L'accusation a d'ailleurs annoncé son intention de faire appel de leur acquittement. Un maintien en détention qui a suscité l'incompréhension du côté des partisans de Laurent Gbagbo. C'est une indignation pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une frustration pour le peuple d'Afrique. Les juges de la CPI ont entendu ce vendredi les arguments du procureur, du représentant des victimes ainsi que des avocats de la défense. Ils ont décidé de remettre en liberté sous condition Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ces derniers doivent maintenant être remis à un pays qui acceptera de les accueillir. Le Conseil supérieur de la communication, les patrons de médias et les responsables des impôts ensemble pour trouver un régime fiscal adapté aux entreprises de presse privée burkinabè, partant du constat que la non-viabilité économique de ces dernières est en partie liée aux mesures fiscales qui leur sont appliquées. L'idée est donc de trouver une alternative. Abdou Razak Traoré. C'est un secret de polichinelle que de dire que les médias burkinabés de façon générale ne sont pas viables économiquement. Le journal L'Opinion ou encore Notre Temps, tous ont mis la clé sous le paillasson. Ceux qui arrivent à survivre font face difficilement aux charges de fonctionnement. Salaire de misère, conditions de travail précaires, le constat est souvent alarmant. Au Conseil supérieur de la communication, on pense que cette situation peu reluisante des médias privés au pays des hommes intègres est en partie liée au régime fiscal qui leur est appliqué. De nos jours et au constat, peu d'entreprises de presse privée parviennent à supporter ces taxes fiscales et parafiscales. Au regard du rôle éminent que jouent les médias privés, de leur spécificité et à l'initiative conjointe de la Direction générale des impôts et du Conseil supérieur de la communication, il est organisé ce jour cet atelier portant sur la problématique de la fiscalité des médias au Burkina Faso. Nous avons à cet effet adopté une démarche inclusive, d'où la présence parmi nous des représentants de tous les acteurs impliqués dans l'approche d'une fiscalité adaptée aux médias au Burkina Faso. À la Direction générale des impôts, régie chargée des recouvrements de recettes fiscales, les premiers responsables sont conscients de la spécificité des organes de presse. Voilà pourquoi ils fondent beaucoup d'espoir sur les conclusions de ce conclave. J'ai la certitude que toutes les dimensions de la fiscalité des médias et leurs problématiques seront appréhendées en profondeur au cours de vos travaux. Entreprise libérale, certes, mais entreprise spécifique au regard de sa mission, la presse a toujours fait l'objet d'une attention particulière des plus hautes autorités de notre pays. L'illustre bien la subvention directe annuelle et la création récente du fonds d'appui à la presse privée. Autant vous rassurer, mesdames et messieurs les participants à cet atelier, que vos conclusions et recommandations feront l'objet d'une attention particulière. Une rencontre d'une journée qui regroupe les patrons de médias, des agences de communication, des retraités du domaine, des organisations professionnelles des médias et des acteurs étatiques. À la fin des travaux, les recommandations devraient aboutir à l'adoption d'une fiscalité adaptée aux entreprises de presse. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, toujours en quête de facilité pour les opérateurs économiques du pays. Sa dernière trouvaille, une convention avec le Ghana sur la garantie unique, un mécanisme qui permet de payer en un seul point les frais de douane sur plusieurs corridors. Romulo Kweta. La garantie unique est un mécanisme mis en place par les États de l'espace EDEAO pour sécuriser les recettes douanières. Elle favorise les pays comme le Burkina Faso qui n'ont pas accès à la mer dans le transit de leurs marchandises dans l'espace communautaire. Lorsqu'une marchandise quitte par exemple un port et doit traverser plusieurs corridors, la garantie unique permet de payer une seule fois les droits de douane. Dans les pays francophones de l'espace, ce sont les chambres de commerce qui abritent cette caution nationale. Pour éviter de payer dans chaque pays, les cautions nationales ont mis en place un dispositif qui permet de payer une seule fois. Cela permet de raccourcir les procédures et cela aussi a l'avantage de permettre que si vous payez la garantie unique une seule fois dans l'espace de la CEDEAO, lorsque la marchandise doit traverser plusieurs États,
alors elle est dispensée de payer encore la garantie unique dans les autres pays concernés. Le Burkina Faso a expérimenté pour la première fois la garantie unique avec la Côte d'Ivoire. L'expérience ayant été jugée satisfaisante, la Chambre de commerce du Burkina veut élargir son champ d'action. C'est dans ce contexte qu'elle a signé une convention avec le Ghana. Le port de Tema et de Takoradi étant stratégique pour le Burkina Faso. Plus de 800 000 tonnes de marchandises en transit en 2018. Cette rencontre vise donc à informer les acteurs de la chaîne du transport sur la mise en œuvre effective du mécanisme. Comme c'est une nouvelle démarche, il fallait informer largement l'ensemble des opérateurs. Donc nous l'avons fait au Ghana la semaine passée. Nous l'avons fait avec les commissionnaires en douane à travers leur association. Nous le faisons aujourd'hui, mais nous irons à Dakola, à Wissa, à Bobo et dans les différentes localités pour que l'ensemble des acteurs comprennent pourquoi cette garantie unique et comment il faudrait la mettre en œuvre. L'application de la garantie unique sur le corridor Burkina Faso-Ghana est entrée en vigueur depuis le 2 janvier dernier, 6 mois après la signature de la convention entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et State Insurance Company, une société d'assurance de l'État ghanéen. De simples réparateurs de téléphones portables ayant pour la plupart appris sur le tas, ils sont passés aspirants entrepreneurs à l'issue d'une formation modulaire qualifiante. 150 jeunes burkinabés qui ont bénéficié du fruit de la collaboration entre le projet de formation professionnelle Centre d'incubation, l'Inde, et la Commission de l'Union africaine. Alfred Thuyer. S'ils ne sont pas en amont de la fabrication du téléphone portable, ils constituent néanmoins des acteurs importants de la chaîne d'utilisation. Eux, ce sont les réparateurs, un métier en pleine expansion au Burkina Faso, mais qui reste malheureusement informel. Structurer le secteur passe par la professionnalisation des acteurs. 150 jeunes issus du domaine ont pris part à une formation modulaire qualifiante, initiée par le projet de formation professionnelle Centre d'incubation. Le projet Centre de formation professionnelle Centre d'incubation s'est résolument inscrit dans une démarche pratique, opérationnelle et pragmatique par la formation et le développement des compétences ciblées sur un public spécifique, qui sont les réparateurs des téléphones portables, dont le nombre évolue de façon exponentielle. Cette formation est rendue possible grâce au soutien financier et technique de l'Inde et de la Commission de l'Union africaine. Pour les autorités burkinabées, elle participe à la résorption du chômage des jeunes. Le gouvernement burkinabé est déjà engagé dans une offensive pour lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. En cela, il a été appuyé par des partenaires, notamment la République de l'Inde. Et à travers son bras technique qu'est le CFPO, le projet y a été logé. La sélection a été faite dans 9 régions de notre pays. Avec cette formation, nous pensons bien qu'ils pourront satisfaire la clientèle afin qu'il n'y ait pas trop de quiproquos par rapport à tout ce que nous vivons actuellement. Et cette formation, en tout cas, est la bienvenue. Nous leur demandons franchement de tout mettre en œuvre pour satisfaire la clientèle. Désormais inscrits comme aspirants entrepreneurs, ces jeunes formés à la réparation et à la maintenance des téléphones portables ont aussi reçu des kits et accessoires à l'occasion d'une cérémonie de remise d'attestation. Ce temps de formation que nous avons vécu fut dense, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes. Au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires. Nous sommes fiers de cette formation qui nous donne des atouts importants pour la suite de notre carrière. 150 jeunes formés, un nombre que le projet de formation professionnelle Centre d'incubation et ses partenaires entendent multiplier par 3 à l'occasion de la prochaine formation. La présente, elle, aura coûté près de 300 millions de francs CFA. Ça peut prendre le temps qu'il faut, mais la volonté de Dieu trouve toujours son chemin. Merci de m'avoir prêté attention durant ces 5 derniers jours. Je cède la place à Aubin Guébré pour le reste de la semaine. À très bientôt sur BFM. Bonsoir.